Alors moi je vais changer de sujet totalement. Je vais vous raconter la progression de cette histoire. Comme ça aidera les nouveaux venus peut-être à la comprendre. Parce que les gens qui rentrent dans l'histoire actuellement, ils ne comprennent rien avec Internet, il y a trop de choses. Tout est mélangé, on leur parle de n'importe quoi, ils ne comprennent rien. Alors moi je vais essayer de vous faire une petite synthèse de l'histoire. Surtout qu'après moi il y a des intervenants qui sont vraiment pointus sur des sujets précis. Donc moi je vais un peu concentrer parce que je sais qu'on est un peu en retard. Je vais essayer de vous expliquer l'état de cette affaire. Donc moi je suis arrivé en 67. J'étais pas dans les premiers à arriver parce qu'il y en avait avant moi, mais ils n'étaient pas nombreux, croyez-le bien. C'est des gens que je rencontrais au seul endroit visible dans le village qui était l'hôtel de la Tour. Et c'est là le soir où on rencontrait ces gens. Et on rencontrait toujours 3 ou 4 chercheurs que, à l'époque, je faisais pas cas, ils racontaient des histoires terribles. Et c'est après, longtemps après, sur les bouquins, notamment de Vallée, que j'ai appris qu'un il s'appelait Doumer, que l'autre il s'appelait Jean Lecousse. Mais au début, je savais pas qui c'était. Moi, j'étais un bricoleur. Eux, ils faisaient des trous. Eux, ils faisaient des machins. Moi, j'étais un observateur. Je suis venu ici par le livre de Robert Charroux. Donc, j'avais une 2 chevaux à l'époque, hein, et je me rappelle quand j'ai monté la côte, là, au dernier tournant, c'était en terre, les roues, elles patinaient. Et je suis rentré dans ce village qui était intact, donc Claire et Antoine connaissent le village à cette époque-là, il y avait des canards dans la rue, il y avait des vaches, tous les gens de Rennes étaient de Rennes, hein, c'était tous des paysans, et l'affaire était dans sa pureté d'origine. Et donc, on se régalait parce qu'il y avait encore des gens qui avaient connu Marinette, hein, donc on pouvait parler avec eux. Des gens qui avaient connu la Bessonnière, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, on me disait, il y en a un là que tu peux parler avec lui, mais il n'y en avait pas beaucoup. Alors, moi, je m'étais fait ami avec la famille Sauzède, qui, eux, connaissaient beaucoup de choses. Et donc, bon, moi, tous ces gens m'intéressaient. Bon, ils faisaient n'importe quoi, ils avaient fait un tunnel, les jeunes de Rennes se sont énervés, ils ont sauté à pieds joints, ils l'ont fait tomber. Moi, j'ai fait une photo du calvaire qui était les Ardets, le mur de l'église était les Ardets, j'ai encore les photos. Et, mais moi j'étais intéressé par cette église, parce que j'étais persuadé que tout ça c'était tellement bizarre et particulier. Le diable, ce qu'avait écrit, celui est terrible, tout ça, j'avais déjà pensé qu'il y avait un message là-dedans. Ça me travaillait. Moi, j'avais pas envie de faire des trous. J'ai jamais fait de trous Rennes le château. Moi, j'ai dit la compréhension de cette affaire passera par l'intelligence. Et donc, c'était avant le livre de Gérard de Sède. C'est très important. Alors, c'est ça. Alors, voilà pourquoi les anciens, on a bien compris cette affaire. Parce qu'on a pris les choses au fur et à mesure. Elles sont arrivées. On a connu avant de Sède. Le livre de Sède est arrivé, on l'a digéré. Tout ce qui est arrivé, on l'a digéré. Et c'est pour ça qu'on a bientôt compris. Aujourd'hui, les gens, ils reçoivent tout dans la figure. D'un coup, sur Internet, c'est de la folie. Ils peuvent pas. Chacun apporte ce qu'il veut apporter. C'est une auberge espagnole. On trouve ce qu'on apporte. Et comme je disais à Antoine tout à l'heure, les gens se font de cette histoire ce qu'ils voudraient qu'elle soit. Alors cette histoire est devenue une bouteille à l'encre. On entend des choses qui font peur. Alors au début, tous ces livres dans les années 80, tout ça, ils nous faisaient rire. Celui qui disait que la Bessonnière était alchimiste, tout ça, ça nous faisait marrer. Moi j'ai même lu sur un journal que la Bessonnière, il faisait travailler des gonzesses en Narbonne. Vous vous rendez compte de ce qu'on lui a fait faire à ce brave homme. Mais ça faisait peur ce qu'on disait. Mais nous, ça nous faisait rire. Des théories, il y a 80% de livres à jeter. Hein, il y a que 20% de livres de gens sérieux. Et c'est là où moi j'ai inventé une formule et j'ai dit Rennes-le-Château, canal historique. Moi je fais partie de la bande de Rennes-le-Château, canal historique. Ça veut dire les gens qui ne s'en tiennent qu'à l'histoire, qu'aux documents, qu'aux choses vraies. Et tout ce cinéma de la Bessonnière, Rose-Croix, de la Bessonnière, machin, tout ça, ça a été amené dans l'affaire.
Donc, quand le livre de Gérard de Sède arrive, nous, on savait que dalle. La seule chose qu'on savait, c'était que l'abbé avait trouvé un trésor. Et tout le monde s'excitait sur le trésor. Quand on a eu ce livre de Sède, on s'est rendu compte qu'on parlait de Mérovingiens, qu'on parlait de codes secrets, qu'on parlait de Rose-Croix, qu'on parlait de francs-maçons. Oh là, ça nous a rendu plus intelligents, vous voyez. Alors, on a été dans les archives, on a été... Moi, je me rappelle, ma première chasse avec mes copains, dont un que Jean-Claude connaît, qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Mais lui, il faisait un peu trop de la dynamite, moi ça ne m'intéressait pas. Toi, tu le connais aussi. Ça, c'était un monument. C'est lui qui a, on peut le dire, il est mort, hein. C'est lui qui a fait péter la tombe Rouget en novembre 68. Enfin bref. Donc, ma première quête, hein, j'ai voulu voir ce livre qui est là. C'est l'original, ça, de la vraie langue celtique. Et donc, on m'avait averti qu'il y en avait un à la bibliothèque de Carcassonne. Alors, on y allait et on écrivait les pages au crayon noir, vous voyez. On l'écrivait sur un cahier et on essayait Donc, dans les croix de la Bessonnière, on nous disait qu'il avait fait des croix dans la campagne. Mais nous, on a eu la chance de connaître les vraies croix. Aujourd'hui, il y en a 20 fois plus de croix. Donc, les jeunes, ils n'ont aucune chance de connaître les alignements, tout ça. Donc, le fait de connaître les choses dans leur jus, c'était quand même assez intéressant. Alors, donc, il arrive de Sède, il nous met tout ça dans la tête, il nous tourne la tête avec ces histoires, parce que on sort de l'histoire de la Bessonnière du Trésor, on rentre chez les Mérovingiens, on rentre chez les sociétés secrètes, l'ordre de Sion, et on devient dingo. Et ça dure 20 ans. Mais enfin, entre-temps, on se rend compte que c'est quand même un type qui se sert de l'affaire de Rennes-le-Château pour ses ambitions personnelles, politiques, du descendant des Mérovingiens. Et c'est là qu'on commence à essayer de dépouiller de tout le faux, vous voyez. Donc, parce que les documents étaient à la Bibliothèque nationale, c'est certain. Et ils étaient vraiment estampillés de la Bibliothèque nationale. Ils étaient déposés, il y avait le dépôt légal. Et pour nous, c'était du vrai. Et on a mis très très longtemps à s'en sortir de ça. Moi j'estime qu'on a mis 20 ans à se sortir de la gangue de Pierre Plantard. Il nous a fait perdre beaucoup de temps. Si on avait employé ces 20 ans à l'histoire de la Bessonnière, on aurait avancé un peu plus aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, ça fait reconnu. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs affaires dans une affaire. L'affaire Sonnière est connue à 99%, beaucoup grâce à Antoine Captier, Claire Corbu, grâce aux archives de la Bessonnière, les comptes, les correspondances, tout ça. Ça, maintenant, on connaît bien. Bon, mais l'histoire Plantard, bon, tout le monde a compris ce qu'ils voulaient en faire. Alors qu'il y a des gens, encore aujourd'hui, qui prennent ces gens-là pour des monuments, des ésotérismes. Il y a des gens, s'il n'y a pas du mystère et de l'ésotérisme, ça ne les intéresse pas. Dans la simple histoire de la Bessonnière, qui est aujourd'hui simple et connue, ça ne les intéresse pas. Il faut qu'il y ait du mystère et du flafla, vous voyez. Voilà. Alors aujourd'hui, ce Sonnière, le trafic... bon, on a pensé longtemps qu'il avait fait un trafic de messes immense. Aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas quand même terrible. Le trafic de messe, il sert aux travaux de l'église, les dons de son frère aussi. Et quand il trouve le trésor, là, c'est là qu'il fait la villa. Mais je passe très très vite. Hein, je veux dire, Antoine et Claire, ils pourraient le raconter sérieusement, ça. Mais je passe très vite. À un certain moment, il ne peut plus aller au trésor. Donc, c'est là qu'il a plus de fric pour finir la villa et qu'il fait un prêt au crédit foncier. Et comme il y avait la séparation de l'Église et de l'État, tous les biens sont au nom de Marie, les terrains sont au nom de Marie, et le crédit foncier aussi. Et c'est pour ça que Marie a payé toute sa vie le crédit foncier. Voilà à peu près l'histoire. Donc, l'histoire de la Bessonnière, c'est la première chose à laquelle il faut vous intéresser. L'histoire de l'ordre de Plantard, accessoire, si cela vous amuse, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, la dernière chose, et puis je passe le micro, il y a quand même un troisième volet sur lequel je travaille un peu en ce moment parce que c'est le dernier volet. On sent une chose diffuse dans cette région, j'appelle ça le mystère du Razès. On sent qu'il y a quand même un secret dans cette région. C'est pour ça que je sors du cadre de Rennes, le Razès, qu'on trouve chez des auteurs, chez Leblanc, chez Jules Verne, chez des peintres, chez des machins.
on sent qu'il y a un secret qui est conservé dans cette région. Mais c'est très diffus, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, c'est le dernier volet de l'affaire, vous voyez. Bon, moi j'essaie de le comprendre. Bon, je ne vous dis pas que j'avançais sur quelques pistes. Hein. Voilà, alors un dernier mot. Il y a beaucoup de gens qui savent que je me suis occupé de la fresque. Je vais vous dire où ça en est très très vite. Cette fresque, elle est là, vous rentrez, elle est dans l'ombre totalement. Et c'est pour ça que personne ne s'en est occupé. Moi, un jour, je fais une photo bête du confessionnal, et je vois que dans la lumière du flash, mais il y a plein de choses dans la fresque. Oh, là, je dis, il faut s'en occuper. J'ai demandé à monsieur le maire d'avoir l'autorisation de faire des photos avec une échelle. Il a accepté. On a fermé l'église le soir à 8h avec le conseil municipal. Moi, je suis monté en haut de l'échelle et j'ai fait la fresque millimètre par millimètre par millimètre. Et il y a 8 ans que j'y travaille. J'ai trouvé quel peintre l'avait peint. Alors, quand j'ai trouvé cette fresque pour montrer que je travaille un peu dessus, sur un petit livre que j'ai fait avec Vallée, j'ai montré quelques éléments, parce que vous savez, les chercheurs de Rennes, ils sont un peu, il faut qu'ils montrent ce qu'ils font, sinon on vous prend au sérieux. Il faut montrer qu'on existe. Hop, j'ai montré quelques petites choses. Mais il y a plus que ça, je peux vous le dire. Il y a 8 ans que j'y bosse. Vous aurez un livre bientôt. Il y a des surprises, parce que trouver un élément sur la fresque, c'est bien joli, c'est déjà pas mal, parce que personne ne l'a vu. Mais expliquer pourquoi il est là et ce que c'est, ça c'est autre chose. Et vous allez le savoir bientôt. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je vais aller à contre-courant de tous mes collègues là. Pour moi, le personnage principal de cette affaire n'est pas du tout l'abbé Saunière, mais l'abbé Boudet. L'abbé Boudet est né à Quillan en 1837, donc c'est un enfant du pays, d'ailleurs comme Saunière. Et il est ordonné prêtre. Il fait le grand séminaire, il est ordonné prêtre à l'âge de 24 ans à la Noël de 1861. Et ensuite, il va être nommé vicaire à Durban, puis à Côte-Minervois, puis à Feste-Saint-André. Et il va arriver à la cure de Rennes-les-Bains en 1872, à l'âge de 35 ans. Il faut dire que l'abbé Boudet ne se destinait pas à la carrière ecclésiastique au début. Il était, il s'était dirigé vers la médecine, mais bon, un déboire amoureux l'a fait rentrer dans les ordres et il s'est retrouvé en fait ordonné prêtre et tout ça. La cure de Rennes-les-Bains va être pour lui une bénédiction de toute manière, hein, parce que là il va pouvoir exercer son métier de prêtre. Et exercer en plus la médecine, bon, pas en tant que médecin parce qu'il n'avait pas le droit, déjà à l'époque on n'avait pas le droit d'exercer la médecine si on n'avait pas un diplôme de médecin, et donc ça va être pour lui une machin. Enfin, faut pas se leurrer, quand l'abbé Boudet est arrivé à Rennes-les-Bains, il n'a pas dit, tiens, le paysage est pas mal, il y a des sortes de pierres là, et tout ça. Je vais écrire un bouquin sur un cromlech hypothétique, sur qui va appeler la vraie langue celtique. Je pense que de toute manière, donc il a été nommé à Rennes-les-Bains par l'évêque de l'époque, qui doit être Monseigneur de la Bouillerie, un truc comme ça. Et bon, est-ce qu'il a été coopté par des sociétés plus ou moins discrètes et plus ou moins... Donc, dans son livre, on va retrouver des traces sur, sur la franc-maçonnerie, mais pas une franc-maçonnerie comme elle existe actuellement, une franc-maçonnerie catholique. On va retrouver la Société du Brouillard, on va trouver l'AA, qui est aussi, qui était à l'époque... bien en vue. On va retrouver énormément de choses parce que je pense qu'il est pas venu comme ça. Bon, il y aurait aussi une hypothèse pour savoir pourquoi l'abbé Boudet va faire des recherches sur Rennes-les-Bains. C'est son frère. Son frère est notaire à Axat. Il y a pas mal d'histoires de notaires dans la région ici. Est-ce que dans le fonds notarial
de son frère, il aurait trouvé quelque chose qui pourrait l'amener à penser qu'il y avait un grand secret. D'ailleurs, ce que Jeannot a dit, il y a quelque chose dans cette région. Il y a quelque chose. Je vais décevoir mes collègues en leur disant que ce qu'il y a, c'est... Il y a une histoire de trésor. Il y a une histoire de trésor, mais je fais court, parce que si j'attaque, on est encore là demain soir. Il y a une histoire, il y a une histoire de trésor, mais qui n'est pas du tout le trésor du temple, qui pour moi est le trésor de Toulouse, l'or de Toulouse, qui a été, caché dans la région, Alors, vous allez me dire, est-ce que la vraie langue celtique est codée? Je vous en montre un exemplaire. C'est assez rare maintenant. Il n'y a plus beaucoup d'exemplaires, authentiques. Je vais... Voilà, pour la postérité. Je vais vous parler un peu de la vraie langue celtique. Alors, c'est une question que tout le monde va poser. Est-ce que la vraie langue celtique est vraiment codée? Au bout de 38 ans de recherche, je vous dirais oui. Elle est vraiment codée. Non, mais ça, c'est... Chacun a son propre opinion là-dessus, de toute manière. Des faits. Des faits. Moi, j'ai publié Alphabet solaire. J'ai publié un document qui est le système de la BD, qui s'appelle Explications sur les toponymes, etc. Oui. Et il donne des tableaux. Il faut en tenir compte de ça. Mais je le connais, je l'ai lu, relu d'ailleurs. Oui. Ça n'a jamais été codé. C'est comme la... Et ce qu'il faisait, c'était un prêtre, il se promenait dans le coin, et il était étonné, oui, c'était un prêtre. Et il cherchait son Dieu partout, et dans les toponymes. Il disait, mais pourquoi ce lieu s'appelle ainsi? Pourquoi le Créateur a voulu qu'il s'appelât ainsi? C'est tout. Ça, il faut le comprendre. Je sais qu'en France, il y a très peu de religieux, oui. Et surtout dans le sud-ouest, et c'est comme ça que ça marchait. Le prêtre, ce prêtre-là était un bon prêtre, un vrai prêtre, comme la Bessonnière. Moi, je ne serai pas aussi affirmatif. De toute manière, tout ce que vous allez entendre, ce ne sont que mes hypothèses de travail. Bon, Jean-Luc a d'autres hypothèses. Mais ce ne sont que des hypothèses aussi. Je me base sur le tableau synoptique. Oui, je sais, oui, de toute manière. Il explique sa façon de faire, oui. De travailler, quand il se promène, il cherche son Dieu partout. Dieu est partout. Mais Boudet était quelqu'un de très intelligent. Il a été remarqué par pas mal de monde. Et il va écrire un livre qui est complètement atypique, complètement même que quand on le lit, on se demande s'il a fumé la moquette. Et à l'époque, je ne sais pas si on l'a fumé. Mais il n'y a pas c'est de la poudre aux yeux. Comment dire? C'est un système de cohérence. Non. C'est un système de cohérence. Oui, mais en journalisme, on apprend ça. Un système de, même si c'est pas la réalité, on fait une cohérence. C'est tout. Voilà. Alors en fait, donc je disais qu'en fin de compte, il va nous apprendre dans son livre que la langue mère de l'humanité, c'est l'anglais moderne. Ça c'est faux aussi. C'est ce qu'il dit dans son livre. Non, il ne dit pas ça. Dans les tableaux synoptiques, il parle des racines allemandes, il parle des racines indo-européennes, il parle de l'hébreu, il parle du grec. C'est Gérard de Sède qui a sorti ça. Mais c'est pas l'anglais. Non, il suffit de lire la vraie langue celtique et c'est marqué dedans. Hein, de toute manière. Moi, je n'invente rien. Je n'invente rien. La page, il ne dit jamais que c'est l'anglais. Jean-Luc, tu pourrais laisser parler. On a deux opinions différentes, mais ça ne veut pas dire que la tienne est meilleure que la mienne, hein, de toute manière. Tu vois, une opinion, et c'est bien. Moi, j'ai la mienne, et donc je suis venu l'exposer ici, pour ceux qui sont là d'ailleurs. Alors, ce livre, justement, il va nous parler de l'anglais moderne et tout ça, et il nous dit au début que, que le celte est le langage que nous ont légué nos parents. Je suis quand même pas dupe pour dire que, en fin de compte, les parents de l'abbé Boudet lui ont légué l'anglais moderne. De toute manière, ils parlaient tous l'occitan, ils parlaient tous le patois,
Mais donc, en fait, et d'ailleurs, il nous l'explique à un autre endroit, c'est qu'en fait, la vraie langue celtique n'est pas écrite pour les Anglais. Parce que sinon, ce serait trop facile. On donnait à nos collègues d'à côté, et depuis la guerre de 100 ans, on n'est pas tellement d'accord. Donc on leur donnait un ascendant sur nous, puisqu'en fin de compte, pour l'anglais, ils étaient beaucoup mieux placés que les Français. Mais non, en fin de compte, si on regarde la vraie langue celtique, c'est de l'occitan, c'est du patois, tout est... alors, c'est complexe, le système est pas simple, Mais bon, l'anglais, c'est de la poudre aux yeux. Et quel peut être le secret qui est... Alors, la vraie langue celtique est coupée en 4. Tout est toujours... chez Boudet, tout va toujours par 4. C'est-à-dire qu'en fait, en tête de chapitre, il va mettre des petites frises, et on va s'apercevoir que, en fin de compte, ces frises, le chapitre 1, mettons, et le chapitre 4 ont la même frise. Le chapitre 2, 5 et 7 ont la même frise. Le chapitre 3 et le chapitre 6 aussi. Et il reste un chapitre qui est complètement tout seul, d'ailleurs, c'est le chapitre 8. Et qu'est-ce que c'est que ce fameux chapitre 8? Eh bien, c'est la route pour les chariots. Ces fameux chariots qui sont partis de Toulouse et qui n'arriveront jamais à destination et qui seront volés dans la région, et planqués. Et ils sont toujours. Donc c'est pareil là, un immense trésor. Le deuxième volet qu'il essaye de nous expliquer, c'est l'Arche d'Alliance. Donc l'Arche d'Alliance se trouverait aussi ici aurait été rapportée il y a longtemps. Mais elle est ici. Et ensuite, c'est un secret religieux. Il nous dit que la vraie langue celtique est intimement liée à la résurrection. Or, quels sont les personnages de la résurrection? Marie-Madeleine et Jésus. Il n'y en a pas d'autres, de toute manière. Il n'y a pas d'autres personnages qui ont assisté à la résurrection, en fin de compte. Marie-Madeleine en tant qu'apôtre, apôtresse. Et Jésus en tant que lui principal ressuscité. Mais donc et voilà. Et en fait il va nous en parler du début de la vraie langue celtique jusqu'à la fin. Il va enfoncer le clou. Ça a peut-être été très dur pour lui. Il faut pas oublier qu'il était curé. Apprendre que Jésus ne serait pas mort, ne serait pas ressuscité, et que son tombeau se trouverait dans le Razès, ça n'a pas dû lui plaire. Je ne sais pas si ça lui aura plu tant que ça. Donc, en fait, il va écrire la vraie langue celtique pour transmettre. De même que Rennes-le-Château sera créé après, parce que la vraie langue celtique a failli disparaître, parce qu'elle aurait été tirée, il n'y a que Plantard qui nous donne un chiffre, elle aurait été tirée à 500 exemplaires. Ça, on n'en a aucune preuve, on ne sait pas combien elle était. C'est pas un tirage de luxe, c'est un tirage même plutôt... il y en a qui ont résisté, il y en a qui ont résisté beaucoup moins que ça, de toute manière, donc ils sont à moitié en ruine, on va dire. Oui, et donc... en 1886, en décembre 1886, quand paraît la vraie langue celtique, il n'est pas fait mention de Rennes-le-Château. C'est normal, puisque Rennes-le-Château n'existera que en 1891, commenceront les premières constructions, fin 19e, début 20e. Donc en 1886, il ne pouvait pas nous parler de Rennes-le-Château. Par contre, comme son livre, je pense que l'abbé Boudet va s'investir dans la construction de Rennes-le-Château. Son livre n'a pas eu le succès qu'il en aurait espéré, de toute manière. Donc les gens, comme Jean-Luc, vous disent que c'est du pipeau. Bon, voilà. Je n'ai pas dit que c'était du pipeau, j'ai dit qu'il travaillait sur la langue primitive. Oui, C'est des copains.
mais il y a une tradition là-dessus. Hein. Oui, je sais. Et donc, donc son livre n'a pas eu le succès. Et il était amené à disparaître complètement, d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va créer le domaine de Saunière. On va créer Rennes-le-Château. Ce qui fait que, en fait, moi, j'appellerais l'abbé Boudet, je l'appellerais l'homme de l'ombre. Parce qu'en fait, il est voilà, l'éminence grise aussi, si on veut, mais il est très très discret. C'est-à-dire qu'il n'a pas de signe ostentatoire de richesse, Par contre, Saunière, sur son rocher, va se mettre à briller. En fait de compte, comment on attire les papillons? En allumant une lanterne. Alors donc, Rennes-le-Château, une histoire de trésor qui court et tout ça, donc ça va attirer tout le monde. Et on va oublier qu'en fin de compte, en 1886, quand la vraie langue celtique est écrite, les jeux sont faits. Tout est dit. Il s'est passé un truc en France qui s'est passé qu'en France, justement, c'est la Révolution française. Excusez-moi. Et donc, à la Révolution française, il y a eu, les gens sont partis, ils ont été, enfin, il y a eu une partie du clergé qui s'est expatrié en Espagne. Enfin, il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont jamais revenus. Plus toutes les têtes qui sont tombées sous la guillotine. En fait, s'il y avait un secret qui se transmettait, je ne dirais pas de père en fils ou de machin comme ça, à la fin de la Révolution, ce secret est perdu. Il est perdu. Il y a encore des bribes de traditions qui circulent, mais les emplacements sont perdus. Et justement, je pense que l'abbé Boudet va être nommé à Rennes-les-Bains pour refaire des recherches et pour retrouver ce qui est enfoui dans cette terre du Razès. Ce fameux secret que Jeannot suppute. Et on va dire que, effectivement, Maurice Leblanc, si vous avez si vous avez un peu de temps, lisez La Demoiselle aux yeux verts. Et dans La Demoiselle aux yeux verts, il va expliquer ce qui s'est passé exactement et comment ça s'est passé et la manière dont les tombeaux, parce qu'en fin de compte, il y en a plusieurs. Il y a à un certain moment, l'abbé Boudet, sous prétexte de nous parler de boissons gauloises, nous dit que il y a un mélange de différentes bières. Or, la bière, c'est le tombeau, justement. Donc, il y a un mélange de différents tombeaux. Et il nous dit souvent aussi, ajouter la famille. Quelle famille? Eh bien, apparemment, celle de Jésus. Il n'y aurait pas que Jésus et Marie-Madeleine. Il y aurait aussi la famille qui serait venue. Il ne faut pas oublier que Narbonne était juive, de toute manière. Donc, les Juifs occupaient Narbonne et n'étaient pas loin, en fait. Aussi, il y a pas mal de choses et son message ultime à Boudet, il va le mettre sur sa tombe. Sur sa tombe, il va nous mettre un petit livre où il est marqué 310-11. Quand on va le lire, en fait, c'est marqué ictus, c'est-à-dire le poisson. Et donc, la vraie langue celtique nous parle justement du poisson. C'est en 310 pages. Pourtant, alors il va nous citer Abraham, il va nous citer Moïse, il va nous citer machin. Il ne nous citera jamais Jésus-Christ. Il n'est pas cité une seule fois dans la vraie langue celtique. Le seul moment où il nous dit que Jésus est le Fils de l'homme et pas le Fils de Dieu. Il va nous dire, et pour un prêtre, dire que c'est le Fils de l'homme, c'est pas très catholique. Notre Seigneur par-ci, notre Seigneur par-là, il parle de Jésus. Non. Ben, si, non. Il faut que tu le lises, le livre. Tu le lises, le livre. Ça sera plus simple.
Mais en fait, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que de toute manière, ça serait trop compliqué d'expliquer justement, effectivement. Alors donc, c'est pareil. Voilà, on est le 17 janvier aujourd'hui. On est le 17 janvier aujourd'hui, à la page 117 de la vraie langue celtique. Donc c'est la vraie langue celtique. Donc c'est de l'anglais de toute manière. Donc 1-17, les Anglais écrivent les dates à l'envers de nous de toute manière. Et donc le 1-17. Il nous dit que c'est le jour ouvrable. Il nous dit que la mer est fermée par une écluse. Je ne sais pas si vous connaissez des mers qui sont fermées par des écluses. En France, je n'en connais pas une seule, de toute manière. Donc, et il nous dit que c'est le jour ouvrable. Donc c'est le jour ouvrable. Donc le 17 janvier, bon, si quelqu'un me donne une explication de ce fameux 17 janvier, je suis pour jusqu'à maintenant. Oui, il y en a plein, mais aucune qui me satisfasse parce que bon, c'est la Saint-Genoux, c'est la Saint-Sulpice, c'est la Marie chose. Voilà, ce serait très long à développer. Et c'est une date qui est récurrente dans l'affaire de Rennes, le 17. Donc voilà. Bon, mais je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir tiré sur le palis. De condenser de chacun de mes collègues, c'est-à-dire je mélange entre incrédulité et confiance en cette histoire. Je pense que cette histoire, en fait, le problème, c'est qu'il y a deux histoires en une. C'est-à-dire, il y a l'affaire Saunière et tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la décoration, le domaine, la vie de Saunière, sa façon d'avoir obtenu des ressources, et ce qu'on appellerait le secret du Razès, c'est-à-dire Boudet, un immense dépôt, etc. Donc moi, ça fait une quarantaine d'années que je suis sur cette affaire. J'ai pas connu Noël Corbu. Je suis arrivé au début de Henri Bution. Donc c'est vrai que je rejoins notre ami Jean Brunelin concernant le côté chaleureux et très, très convivial de la recherche et de l'abord du village. C'est un peu différent, bon, c'est autrement maintenant, il n'y a pas de nostalgie, mais enfin c'est différent quand même. Alors c'est vrai que je suis arrivé par le texte de Charroux. Alors ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est un handicap ou un avantage, c'est que je ne suis pas venu au trésor par Rennes-le-Château. Je m'intéresse depuis très longtemps, je m'intéressais déjà, même assez jeune, aux histoires de trésors, et donc c'est en lisant le livre de Charroux, sans avoir lu le livre de De Sède, ni le Petit Rouge, ni celui de chez Julliard, que je me suis intéressé à Rennes-le-Château. Enfin, disons, les quelques pages que consacre Charroux dans Trésor du Monde avaient été restées dans ma mémoire lorsque j'ai lu L'Or de Rennes un an plus tard, c'est-à-dire en 68. Et donc, je suis arrivé donc en 69, et effectivement, il y avait peu de monde là-haut. Ce qu'il y a, c'est que dans cette histoire, les auteurs mélangent beaucoup, présentent la Bessonnière comme ayant trouvé certains trésors dans son église ou ailleurs, et on s'imagine que la Bessonnière a passé son temps. D'accord, il a fait un domaine, mais a passé son temps à laisser un souvenir derrière lui, dans le sens où le trésor qu'il aurait découvert, il fallait qu'il y ait des héritiers. Pardon ? Une transmission. Oui, une transmission. C'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu heurté, dans le sens où, d'abord, est-ce qu'à sa mort, il avait laissé quelque chose ? C'était pas du tout sûr au départ. Et c'est vrai que j'avais toujours été frappé par la phrase, même Charroux en fait mention, où la Bessonnière aurait laissé quelque chose. Alors c'est quand même assez étonnant, parce que même si on n'est pas âpre au gain, malgré tout, lorsqu'on tombe sur une cachette, on la vide.
on n'en laisse pas la moitié pour revenir plus tard. C'est pas du tout un peu comme ça que ça peut fonctionner. Alors je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends mieux, puisque la Bessonnière, théoriquement, a eu accès à un endroit qui était difficile de passage, et donc il se servait lorsqu'il le pouvait, et ça a été sur une période relativement réduite. Alors, l'enrichissement de la Bessonnière n'est pas qu'un trésor, comme le présente souvent Gérard de Sède. C'est un jumelage de dons, évidemment de trouvailles diverses et variées, principales ou accessoires, celles qu'il a faites dans l'Église. Alors, a-t-il trouvé... c'est-à-dire qu'il faut comprendre que lorsque la Bessonnière arrive, l'église n'est pas super vétuste. C'est pas non plus... Il n'y a pas des poules dans l'église. Hein. L'église est relativement entretenue, mais enfin, elle est assez triste quand même. Et la Bessonnière y effectue un certain nombre de transformation, de restauration, et justement il y a l'épisode du balustre, le démontage du maître-autel, donc ce qui permet de faire quelques découvertes. Pour schématiser, on va dire que je ne crois pas que la Bessonnière ait trouvé des parchemins, et encore moins les parchemins dont parle Gérard de Sède, qu'il montre et qu'il reproduit dans son livre. En revanche, ça c'est pas une vieille découverte, mais je pense qu'il a il a découvert un document, donc ma position serait qu'il a trouvé un document dans le balustre. Alors ce document lui aurait permis... enfin, j'ai différentes idées pour en arriver là, lui aurait permis de découvrir un passage qui l'aurait conduit au tombeau des seigneurs. Et du tombeau des seigneurs, il a cherché à explorer au-delà. La deuxième partie du secret serait que un certain curé de Rennes-les-Bains, l'abbé Boudet, dont nous a parlé notre ami, M. Boudonnet, détiendrait un secret. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une hypothèse. D'où nous vient-elle? Elle nous vient surtout du livre de Gérard de Sède. Il y a alors, je veux rebondir un petit peu sur ce que disait Monsieur Chomeil, où moi aussi j'ai cherché à rencontrer Pierre Plantard. J'ai pas mis 1 an et demi, j'ai peut-être mis une bonne semaine. On s'est rencontrés. Alors il avait le truc de rencontrer les solliciteurs, on va dire, au Tipia, un bar à côté de la gare Saint-Lazare. Je ne savais pas pourquoi, mais c'est parce que justement il prenait le train, je crois qu'il habitait Colombes, je crois, et puis, autant que je m'en souvienne, il habitait Colombes, il prenait le train, il arrivait à Paris, gare Saint-Lazare, il allait au bar en face, il voyait la personne avec qui il avait rendez-vous. C'est très drôle parce qu'il a fait le coup aussi à Lincoln. Paoli aussi. Ah, Paoli aussi. Je crois qu'il a fait tout le... Alors, par contre, le lieu de contact avec Gérard de Sède, je l'ai rencontré plusieurs fois, lui, c'était le vaudeville en face de la Bourse, à côté de l'AFP, d'ailleurs. Chez lui, dans Raymond. Pardon? Ou chez lui. Ah, ou chez lui. Non, je n'ai jamais été chez lui. Non. Je crois qu'il habitait déjà plus rue d'André Mont. Je sais pas, c'est pas très grave. Enfin, il y a des petits trucs amusants comme ça. Alors, effectivement, le contact, je l'ai rencontré qu'une fois. Hein, j'ai eu face à moi, ça a dû durer une petite heure. Et le problème avec Plantard, je pense que M. Chomeil pourra
confirmer, c'est que alors évidemment, j'ai été dans le questionnement, c'est bien normal, mais il vous répond, il répond à votre question par une autre question. Ça c'est assez facile comme pour les discussions. Et alors il ne donne jamais d'éléments précis. Je me souviens très bien, je lui avais posé la question au sujet, c'est tout bête, hein, au sujet du trident. Je lui dis, mais est-ce que le diable de l'Église avait le trident? Comment il me répond ça? Il me répond, oh, mais vous avez encore beaucoup à apprendre. Donc, je n'étais pas plus renseigné. Avait-il un trident? N'avait-il pas de trident? J'attends encore la réponse. Ce qu'il y a, c'est que Pierre Plantard a cherché, alors bon, ce n'est pas une question de, j'en ai aucune vanité, hein, a cherché a voulu m'enrôler, comme il l'a fait avec notre ami Chaumeil. Non, ça fait partie de la rumeur. D'accord. Voilà, je me réponds en rumeur. Donc, Deloup et Vazard. Ils ont été quand même assez complaisants, quand même. Vazard, oui. Oui, Deloup un petit peu, quand même. Ils ont été. Mais par contre, moi, j'ai toujours refusé. Mais par contre, j'ai profité de la chose dans le sens où il m'a alimenté d'un certain nombre de documents, de lettres, enfin, c'était assez sympathique. Après, j'ai même reçu par la suite le Vaincre dans sa nouvelle formule, couleur. Et il a fait 6 ou 7 numéros à peu près, voilà. Mais je rejoins là-dessus notre ami M. Chaumeil, c'est que tout de suite, j'ai vu que le personnage... J'étais dans la retenue. Je n'ai pas du tout, au niveau historique, il n'était pas très, très fiable. C'était pas. Mais par contre, il est. Mes recherches m'ont démontré que malgré tout, Plantard n'était pas parti de zéro. Il avait un certain nombre d'éléments. Et c'est en ce sens-là, je veux dire, c'est que le livre de Gérard de Sède, tout le monde le sait, puisque même j'ai eu entre les mains la photocopie du contrat de chez Julliard. Bon, c'est le trio Gérard de Sède, enfin on va dire plutôt dans l'ordre, Pierre Plantard, Philippe de Cherizet pour les documents, et Gérard de Sède étant celui qui a écrit le livre. Mais toute la documentation vient de Pierre Plantard. Ce qu'il y a, c'est que Gérard de Sède, lui, s'est occupé de cette histoire. Ça ne lui a pris que quelques années, alors que Pierre Plantard... guère plus quand même, guère plus, mais Pierre Plantard lui a amené quand même beaucoup de documentation. C'était le writer, tout simplement. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Pierre Plantard n'était pas quelqu'un qui allait aux archives, qui n'était pas un vrai documentaliste. C'est quelqu'un qui amalgamait un certain nombre des articles de presse, qui lisait des bouquins, qui lisait certaines revues. Enfin bon, voilà, c'était pas ce qu'on appellerait un historien. Et ce qui m'a toujours étonné, de façon un peu rétroactive, parce que c'est évidemment, quand on a le nez au guidon, on ne se rend pas compte, lorsqu'on lit L'Or de Rennes, on ne se rend pas compte de l'ampleur des renseignements qui sont dans ce bouquin, qui ne pouvaient pas provenir de Gérard de Sède, même si Gérard de Sède a fait une petite enquête en 65, 66, tout au plus. Il a fait une petite enquête, il a été voir Deban, il a été pour le faire expertiser, entre guillemets, les manuscrits, et il a vu Descadillas, qui l'a pas très chaleureusement accueilli, d'ailleurs. Il a été voir, je pense, Corbu, il a été voir nos amis, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Enfin bon, il a été comme ça à la pêche, aux renseignements, ou pour vérifier, surtout. Mais ce qui m'a, de façon rétrospective, toujours étonné, c'est quand même l'abondance de renseignements qui sont chez Gérard de Sède. Il y a d'abord, bon, les deux parchemins, j'en parle pas. Mais par exemple, il y a l'évocation de... Alors,
l'histoire des dalles, bon, ça c'est une question. Déjà, même un chercheur que tout le monde connaît, ou la plupart d'entre nous, Patrick Monsieur avait remarqué la chose, c'est que il fallait quand même avoir lu un certain nombre de choses, notamment pour savoir où figurait la dalle, dans quel bulletin. Ce que je veux dire aussi, c'est l'évocation, par exemple, tout simple, ça paraît tellement évident, du Boudet. Il a bien fallu qu'il y ait un travail en amont, et pour quelqu'un qui est arrivé comme ça, qui est un bluffeur, qui est un mystificateur, je trouve que c'est pas mal de mettre en place un certain nombre d'éléments, aussi bien le Boudet, non pas, il y a pas, c'est pas les explications de Gérard de Sède, c'est l'évocation juste du livre de Boudet qui est intéressant. Il y a aussi cette notation concernant la décoration de l'église. Alors là-dessus, je vais être très clair. Moi, je ne crois pas que l'église telle que Giscard l'a livrée est codée. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, là-dessus, bec et ongle, tous les petits rajouts peints. Alors, on va me sortir le tissu écossais, on va me sortir que Bution a fait des modifications, etc. Mais je suis désolé, il y a des photos juste à l'arrivée d'ailleurs, Pierre Plantard avait pris une série de photos du chemin de croix, notamment, et je suis désolé, tous les rajouts peints qui ne sont pas de Giscard se figurent déjà dans les photos de 1964, même peut-être 1963, ont elles été prises. Donc, moi, je ne tiens compte éventuellement des Je vais m'empêcher de parler. Ça, c'est un coup de chômage, ça, parce qu'il s'est absenté. La vérité le gêne. Hein. Un coup de jarnac. Excellent. Ce que je veux dire, c'est que, bon, je n'ai pas l'incrédulité de Jean-Luc Chaumeil pour les raisons qu'il a exposées. C'est pas parce que on ne regarde pas l'éducation nationale à ses cancres. C'est ce que je dis toujours. C'est pas parce qu'il y a des mauvais élèves que le professeur est incapable. Donc, l'enseignement est là. Et donc, il n'y a aucun problème. On est sur une histoire qui est crédible, sur laquelle on peut faire des recherches. La preuve, puisque des éléments qui ont surgi depuis une dizaine d'années démontrent que la Bessonnière a bien fait une trouvaille. Je serais beaucoup plus mesuré pour dire qu'elle a financé tout son train de vie, tout le domaine, mais elle y a contribué, en tout cas. Quant au deuxième dépôt, enfin au dépôt dit du Razès, bon, je m'éloigne un petit peu de mon confrère à côté, Goudonnet, sur l'origine de ce qui serait caché. Pour l'instant, c'est un peu prématuré de s'avancer, sans les preuves que me demanderait notre ami Jean-Luc Chaumeil. Mais disons que depuis le début, j'ai quand même la certitude qu'il y a, au moins la conviction, qu'il y a vraiment quelque chose à découvrir. Alors là aussi, je m'éloigne du fait que ça soit le tombeau du Christ ou les reliques de Marie-Madeleine. Le problème, c'est que, et là-dessus, M. Jean Prunella ne me contredira pas, c'est que jusqu'au début des années 80, c'est-à-dire que la césure Lincoln, Marie-Madeleine était inconnue au bataillon, à part le fait qu'elle soit la patronne de l'église de Rennes-le-Château. Mais on n'en parlait jamais, ce qui ne signifie pas que ça n'aurait pas pu être ça, évidemment. Mais en tout cas, je pense que c'est une pièce rapportée
qui vaut ce qu'il vaut. Mais pour l'instant, je ne bâtirai pas mon histoire sur Marie-Madeleine et le corps de Jésus. D'ailleurs, je fais toujours la remarque, alors ça c'est une question de croyance, que faites-vous de la résurrection? Parce que le corps du Christ, après la résurrection, il ne reste pas grand-chose. Non, mais justement, c'est parce qu'elle n'a pas eu lieu. La résurrection n'a jamais eu lieu. Alors donc vous n'êtes pas couché parce que notre ami à côté va vous expliquer comment elle n'a pas eu lieu. Non, je plaisante. En fait, c'est l'Église qui a inventé la résurrection. Il fallait que Jésus soit supérieur à tous les dieux qui existaient à l'époque. Donc on le fait ressusciter. C'est le seul Dieu dans l'histoire des religions qui ressuscite. Donc c'était vachement important pour l'Église. Pas du tout. Alors ça c'est une question religieuse. Oui. Mais justement, c'est parce que la résurrection, la Bible en parle tout le temps. Mais parce que c'est catholique. C'est catholique, ça c'est. Ben oui, c'est le fondement du catholicisme. Donc casser même Marie-Madeleine, dire que Marie-Madeleine s'est mariée avec Jésus, c'est une attaque contre la religion catholique. J'ai pas parlé de mariage. Et c'est la raison pour laquelle, après le livre de Dan Brown, à Jérusalem, les rabbis, les chrétiens, les musulmans se sont réunis pour essayer de contrer cette attaque. Ils ont bien vu qu'il y avait une attaque. Mais Marie-Madeleine, on ne sait même pas, d'une façon historique, si elle est dans la Sainte-Baume. On ne le sait même pas. On sait que déjà, il y avait eu un montage pour le corps. Alors, c'est tout. Alors, notre ami vous donnez beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui il pleut et le bois est humide. Donc on remettra le bûcher à plus tard. Je brûle très mal. Il brûle très mal, oui. Il se consume, mais il ne brûle pas. C'est vrai qu'on serait au 19e siècle, je serais déjà sur le bûcher. Ça c'est sûr. Non, pas sur le bûcher. Je vais finir là-dessus, c'est-à-dire que je pense que dans cette histoire, il y a quand même, alors à des degrés divers, 6 points à considérer, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout, et ça reste avec des nuances, il y a toujours 2 parchemins, il y a toujours 2 tableaux et il y a 2 dalles. Là-dessus, on peut tout jeter, ou tout pousser d'un revers de main. Je veux encore signaler une chose qui est assez intéressante, c'est que Gérard de Sède signale que la Bessonnière, bon, on sait très bien que la Bessonnière n'a jamais fait de voyage à Paris, au moment où Gérard de Sède le prétend. Je crois que c'est en 1891, mais ce voyage ne figure nulle part. Mais par contre, il y a juste un indice qui ne pouvait pas, qui ne peut pas être inventé. Il dit, Gérard de Sède raconte, la Bessonnière a acheté des bergers d'Arcadie et un tableau de Saint-Célestin. Alors, je vais en fâcher quelques-uns, je vais réveiller des souvenirs qu'il faudrait que je laisse plutôt enfouis, quoiqu'ils se réveilleront très bientôt. Il parle d'un tableau de Saint-Célestin. Or, Saint-Célestin est un pape, 1294. Voilà, c'est une date fatidique pour certains, mémorable pour d'autres. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est un renseignement qui n'a pas pu être inventé. C'est tout. Voilà. Ça fait partie des. Ce que je disais à Gérard de Sède, ça fait partie des pièges à loups. C'est-à-dire, c'est des petits indices qui sont dénaturés, qui sont posés là et qu'on prenne qui pourra. Ça, on est d'accord. Voilà. Mais qu'il y ait un travail, comme dit notre ami, qu'il y ait un travail, de poésie, de surréalisme, si vous voulez. Je ne suis pas contre là-dessus. Mais il y a quand même, on a quand même semé un certain nombre d'éléments que même Philippe de Cherizet, à un moment donné dans le circuit, je ne vais pas m'étendre sur tout un tas de détails, mais même Philippe de Cherizet dit dans le circuit, à un moment donné,
il dit les documents qui sont, grosso modo, il explique que les documents qui sont parus dans l'ordre de Rennes, c'est pas grave qu'ils soient divulgués tels quels, mais l'essentiel, c'est qu'ils soient toujours deux par deux et ensemble. Voilà. Ce sera le mot de la fin? Voilà, ça sera le mot de la fin. Si Donc, quelqu'un a posé des questions, il n'y a pas de problème. Encore une fois, Michel Vallée, merci. Merci à tous nos intervenants qui ont bien voulu, devant un auditoire composé aussi d'experts qui auraient pu intervenir eux-mêmes. Ce sera peut-être pour l'année prochaine.